Mes oncles ont tout pris. Au niveau de la sécurité, DGSN, c'est un bêtis, défense, un bêtis, ministre, le CED, un bêtis. Je peux vous prendre des exemples des gens. Ça tue l'unité. Ça donne l'impression qu'on n'a pas confiance aux autres communautés. Écoutez, j'ai promis à mon nom de ne pas en parler, mais je suis quand même obligé de dire quelque chose. Prenez le cas des ambassadeurs. J'ai vu que tous ceux qui sont en Europe là, Bindi, Betty, Berne, Eyet, Centre, c'est-à-dire dans la même région, Genève, Ekoumou, Betty, Paris, Evina, Betty, comment on appelle, Belgique, je peux en citer. Il faut arrêter ça. Donc on parle de gouvernance. Et puis je ne vous cite pas la liste des concours. Allez voir ces derniers temps dans les grandes écoles. Comme par hasard, quand vous êtes dans un ministère sectoriel, les autres font pareil. Hein? Tous les chefs d'établissement de Yaoundé, Enam, Centre, Eric, Centre, et IFOS, Centre, École normale, Centre, on va où? On va où? Vous croyez qu'on peut construire un État seulement parce qu'une seule communauté prétendument proche du chef de l'État confisque tout? C'est ça le problème. Quand on arrive dans la décentralisation, je vais chuter. Sincèrement, les gens ont souvent tendance à dire on ne sait pas où le Sangha se trouve. Mais il faut des gens comme nous. Regardez comment, avec finesse, élégance, le doyen Aboya Manasseh vient quand même de montrer que l'idée, le cap est là. Mais il faut mettre ça en œuvre. Lui, il a parlé maintenant de l'affaire Covid, l'affaire des stades. Mais c'est les mêmes personnes qui sont là depuis et qui battent tous les records de longévité dans les postes. Comment nous allons même faire pour soutenir le président? Comment nous allons... Mais vous soutenez le président sans calcul. Je soutiens, mais je demande sans calcul, donc ça ne devrait pas vous poser problème. Oui, mais nous allons transpirer. Parce que comment nous allons même faire s'il va en campagne avec ces gens qui sont là? Donc vous comprenez que la décentralisation, et je suis parmi les scientifiques qui démontrent, hein, je l'ai démontré, sur les bases des contenus hein, de mise en œuvre. Quand on dit décentralisation, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Ou on dit le Cameroun est un État fédéral. Je vous assure, du point de vue étymologique, ce sont les synonymes. Mais ça pose problème, pourquoi? Parce que moi, j'enseigne hein, aussi un cours qu'on appelle anthropologie juridique de la décentralisation. Qu'est-ce que je dis à mes étudiants? Je dis à mes étudiants que la décentralisation, et je termine là, repose sur deux piliers, Boni Philippe. Bon, le premier pilier, c'est le législatif. C'est-à-dire, le Cameroun est un État unitaire décentralisé avec deux types de collectivités territoriales. Les communes et les régions. Bien, mais le législatif, c'est la commune. C'est un représentant du peuple à l'échelle communale. La deuxième collectivité, c'est la région. Donc ça veut dire que le législatif, où est l'exécutif? Si on avait mis en place tel le concept même chez les Jacobins de décentralisation, si on avait par exemple dit que ce sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui vont élire le gouverneur, il n'y a pas de décentralisation matérielle, là où Dieudonné Nsumba a raison, si vous ne maîtrisez pas l'exécutif. Biya, mon maître politique, président de la République, a encore été trahi. Parce que lorsque le président a prescrit la décentralisation, je vous assure, j'ai été dans des couloirs où ils pensaient que, et tout le monde a pensé, que désormais, certains disaient, les gouverneurs vont sauter, d'autres disaient, les gouverneurs vont être élus. Mais on n'a pas vu ça. Parce que dans la décentralisation, qui peut s'apparenter au fédéralisme, comme dit Dieudonné Nsumba, on doit élire le chef de l'exécutif. Mais pourquoi les gens banalisent les professeurs dans ce pays? C'est des gens qui portent des décrets. Crozier vous dit, on ne change pas une société par décret. C'est ce qu'on voit au Cameroun. Quand un bonhomme porte un décret, il croit qu'il peut gronder un professeur. Il pense qu'il peut le blâmer. Hein?
puisque nous n'avons rien, c'est eux qui peuvent nous donner un peu de bon de carburant, un peu de pédième, et qui peuvent même nous positionner. C'est pourquoi la plupart des enseignants sont muets. Les enseignants ne parlent pas. Lui, par exemple, mon esprit, il en sait quelque chose. Quand Abeya parlait, on l'a envoyé à Tchang. Vous comprenez? Mais je vous dis, il était... Bon, maintenant, bon, alors moi, quand j'ai parlé, on a dit, tu n'es même plus chef de département. Tu vas, on te met à la disposition du Nord. Donc du coup, quand vous voyez les recteurs, certains même sont déjà nommés membres du comité central, je ne savais pas qu'on pouvait nommer même des gens, comme mon frère ami Tchafa. Nos amis du Nord, le recteur de Ngaoundéré, je me rappelle quand j'étais de passage là-bas, il disait avant, il était prof, il disait qu'il est hostile au RDPC. Mais j'ai appris qu'il va déjà aux réunions, depuis qu'il est recteur. Donc, la gouvernance n'est pas bonne. D'accord. Si nous ne nous levons pas dans un débat sur l'unité nationale, et nous n'allons pas dire aux gens que le FOGAP est mort, le FONADE est mort, la Medévive est partie, la Maesca est partie, la société, rappelez-vous quand vous prenez nos amphis là, la société de bois là, de Sofibel, c'était Sofibel je crois, hein, qui faisait là, est partie. Ils ont pris le pays en otage. Même ce sous-sol, on vous dit que le chef de l'État a refusé aux Occidentaux parce qu'il n'a pas signé le pacte colonial. Mais c'est des micro-copains qui exploitent ce sous-sol en sous-traitance. Allez voir les Chinois qu'il y a aujourd'hui et qui cherchent notre diamant, qui puissent dans l'or. Okay, donc pour terminer, votre thème là, il nous permet de dire au chef de l'État, moi, pour moi, du moins pour ce qui me concerne, il est notre maître. Bon, il ne s'est pas encore prononcé. Hein. Parce que moi, je vous dis de sources bien informées qu'il hésite à se présenter. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent se fâcher, d'autres viennent même dire qu'ils ne me comprennent plus. Dieu merci, le professeur Aboya me comprend, a bien exprimé ma position. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le président de la République est en otage. Si nous nous asseyons sur un plateau... Est-ce que c'est sûr que le professeur Aboya vous comprend? Non, il a quand même... Vous peut-être n'avez pas compris, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais il nous a compris. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas contre le président. Paul Biya est le seul président au monde qui, pour exister, ne se débarrasse pas des gens impopulaires, des gens vomis. Est-ce qu'il va aller aux élections? Vous savez, la curiosité aujourd'hui est de savoir est-ce qu'il va aller aux élections avec ces gens-là. Moi, je crois que c'est ce problème de gouvernance qui nous donne le sentiment que, comme on n'a pas de l'eau, comme les routes sont trouées partout, comme il n'y a que des promesses. Non, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a des efforts maintenant, nous sommes d'accord. Pour ce qui est de l'eau notamment. Oui, il y a de l'eau dans les centres urbains. Mais moi, je suis modestement à Yabassi, où ils n'ont pas l'eau depuis 8 mois. Allez dans le MBAM. Mais je comprends et je reconnais qu'il y a des efforts. Mais quand je vois votre tête, vous voyez la tête de nombreux enfants dans la rue là. Le Cameroun ressemble à un pays pétrolier. Le Cameroun ressemble, lorsque madame dit brillamment, hein, vous savez que j'étais dans une métaphore affective avec des femmes, mais revenons sérieux. Mais vous croyez que c'est normal qu'un pays comme le Cameroun, on a des prostituées de 15 ans, de 16 ans, de 12 ans, et c'est connu? Regardez à Kalafatas, et sans publicité, dans certaines boulangeries et lieux publics, vous ne pouvez plus vous procurer un morceau de pain et un yaourt. Je vous assure, dans les mois qui viennent, vous irez acheter votre pain, vous irez avec votre chariot. D'ailleurs, allez voir comment certains supermarchés sont gardés par la gendarmerie. Suivez mon regard, le grand supermarché français là. Enlevez un peu ces gendarmes. Ces gens qui ont faim vont vous agresser. Il y a un problème de gouvernance qu'il faut résoudre pour renforcer l'unité. Mais je vois des usurpateurs partout. Ils veulent être ministres, ils veulent être chefs comme nous, ils veulent être recteurs, ils veulent être ceci. C'est pourquoi votre deuxième point donc est important. L'échec de l'unité dans un pays comme le Cameroun a fondamentalement un lien avec la gouvernance. D'accord. Et puis quand on parle de la gouvernance... Nous y venons. Oui. Nous y venons pour ça. Oui. Je viens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi. Parce que la gouvernance, vous allez en parler. Oui, non, avant d'arriver, hein, oui. Notez avec autorité, je le dis avec autorité scientifique, la notion de gouvernance
n'écarte pas, intègre également les éléments de gouvernance juridique, gouvernance sociale, gouvernance économique, ce que Dieu nous dit souvent. Donc, au-delà de cela, il y a des constructions. Mais le droit, c'est quoi? C'est un moyen qu'on construit, comme l'a dit Vedel, à l'effet de faire ce qu'on appelle le cadre ancillaire. Ramani, vous savez ce que c'est que le cadre ancillaire du droit? Je vais continuer. Excusez-moi, je ne vous fous pas une colle. Oui, la répétition est la mère des enseignements. Je reprends donc, je reprends ce qui échappe à beaucoup de Camerounais quand vous voyez le conflit où il peut se présenter, peut ne pas se faire. Ancilla. Ancilla, en latin, c'est servir. C'est-à-dire que quand on écrit, c'est-à-dire on parle d'écriture juridique, le droit, on l'écrit pour servir l'État, pour servir la communauté. Est-ce que, quand vous voyez donc les partisans du ministre Kamto, et moi je les comprends, venez dire, il peut se présenter. Est-ce que ce n'est pas une façon au-delà de la mauvaise écriture juridique qui encadre la Constitution, et au-delà de l'autoritarisme juridique qui encadre le code électoral sur certains points, parti représenté, parti non représenté, article 121, alinéa 1. Est-ce que quelque part, il n'est pas en train de nous interpeller sur une réforme de nos institutions? Je crois que c'est cela. Donc, quand vous me posez des questions bonnes comme ça, je ne peux pas passer avec vous. Hein. Absolument. Vous êtes témoin que quand je vous donne des réponses, oui, on croyait qu'on a préparé cela. Oui, circulons un peu la parole, s'il vous plaît. Oui, mais donc ce que je veux dire, vous avez parlé d'élections, que notre État, pour sauvegarder l'unité, comprenne que, à un moment donné, au lieu de dire, ah bah, il y en a tort, l'autre a raison, ah bah, il a raison, on devrait arriver à un cadre consensuel, un cadre où le droit peut réguler la société. Ok, d'accord. Voilà ce que j'ai dit sur ces élections, et c'est ça le problème que posent, je pense, les adversaires de la représentation des partis non représentés. La durabilité. Mais écoutez, ceux qui traînent des casseroles, mais c'est la plupart de ces gars qui nous gouvernent. Où avez-vous un État où on vous dit que lui là, qui va s'asseoir à la tribune à côté du chef de l'État demain, il doit aller en prison, il doit aller en prison. On ne fait rien. Mais c'était selon à quoi si devant le chef de l'État. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de temps en temps, la CRTV et les télévisions comme les vôtres, avec des cas, quand vous le braquez, le gars dit, regardez-moi le voleur qui est à côté du président là. Est-ce que c'est une bonne image? Ça remet en cause l'unité. Donc vous voyez qu'il y a une construction. Prenez, vous regardez donc, faites la comptabilité des directeurs généraux. Faites la comptabilité dans l'armée. D'ailleurs, même il y a un slogan, j'ai dit quand même à quelqu'un récemment que mais c'est quoi cette affaire? On nous dit toujours armée et nation, force armée et nation. Depuis 3 ans, hein, force armée et nation, 2024, armée et nation, là, armée et nation. Pourquoi ils ne mettent pas par exemple gouvernance et nation? Et cette année, c'est armée et nation. Toujours, c'est mal fait. Unis pour un Cameroun tourné vers la paix. Nous devons être courageux en disant que c'est quoi cette affaire d'armée et nation tout le temps? C'est la preuve que nous ne sommes pas unis et qu'il y a une dissuasion militaire permanente qui voudrait dire aux gens que vous voyez, armée à surveiller ces gens-là. Pourquoi ils ne mettent par exemple pas genre et nation? Ça, c'est votre interprétation. Pourquoi ils ne mettent... Non, c'est une analyse objective d'un homme qui aspire à gouverner. Hein. Autant le président Paul Biya par sa posture nous empêche de bouger, nous n'allons jamais le trahir, autant nous aspirons à gouverner. Hein. Vous comprenez? C'est le président Paul Biya qui nous bloque, hein, nous autres, hein, et nous sommes nombreux comme ça. Bon, mais revenons sur l'essentiel et votre question. Gouvernance et intégration. Prenez, je ne vais pas revenir sur le secteur universitaire. C'est un scandale. Mes oncles ont tout pris. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un cadre où nous avons hérité de ce que les juristes et les politistes appellent le jacobinisme. Un système qui veut centraliser la pensée. Et c'est ça qui entraîne la fracture. Lorsqu'on parle de l'unité, il faut écouter tout le monde. Et je crois que c'est la prise en compte de ces écueils qui peut nous amener, maintenant pour répondre à votre question, parce que j'étais à l'observation, qui m'amène à vous dire que la notion de l'unité, à un moment donné de l'histoire, des idées politiques,
D'ailleurs, c'est la matière que j'ai enseignée pendant 20 ans en France, aux Antilles, à Cayenne, à Fouillol, Guadeloupe, à la Sorbonne et à Chelcher, à Martinique. Et là, vous voyez que si ça a été institué comme matière fondamentale, parce que ailleurs, notamment en France, le pays que je connais mieux institutionnellement, de toute façon, je n'ai pas de problème au Cameroun puisque c'est du copiage, vous allez vous rendre compte qu'ils ont construit leur vérité à travers ces enseignements qui sensibilisent de manière permanente les citoyens. C'est-à-dire, on appelle d'ailleurs ça en réalité dans les programmes une sensibilisation, une éducation à la citoyenneté. Alors l'unité renvoie donc, d'abord du point de vue définitionnel, de manière consensuelle, à ce que on peut appeler la prise en compte des faits politiques et sociaux d'un État ou d'une nation à l'effet de mettre en place les instruments de cohésion sociale. Vous voyez, comme j'ai bien défini, c'est-à-dire que tous les États, si vous allez en Italie, ils vont vous parler de Garibaldi. Vous allez en Allemagne, on va vous parler du système bismarckien. Vous revenez en France. D'ailleurs, ils ont une constitution historique qui part de l'Antiquité gréco-romaine, l'époque médiévale. Et donc tel que et l'époque contemporaine n'est que là pour encadrer ces instruments. Alors, qu'est-ce que l'unité? Je vous en prie, vous vouliez me poser une question? Oui, justement, tel que vous voyez les choses faire aujourd'hui, vous avez du côté du nord-ouest et du sud-ouest une fracture qui est évidente. Oui. On a parlé des inégalités socio-économiques. L'Oposangam a parlé. Est-ce que vous pensez que le Camerounais, tel qu'il vit aujourd'hui, peut ressentir les effets de l'unité nationale sans qu'on ait besoin de lui dire voici ce qui se passe, nous sommes dans l'unité nationale, comme des sortes d'incantations? Oui, il devrait comprendre trois choses au Cameroun. Il faut le dire aussi, là aussi il faut le dire avec autorité. C'est-à-dire qu'il y a trois pesanteurs qui nous permettent au Cameroun de rappeler que nul ne peut déroger à ces faits politiques et sociaux. D'abord, la première étape est, parlant de l'unité, pour mieux comprendre et saisir l'unité, la question de l'unité. C'est-à-dire d'abord, quand on parle de l'unité, il y a des segments, des micro-segments de l'unité. Parfois, l'unité, à la base, c'était le territoire. C'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, le Cameroun avant la colonisation, je ne sais pas si beaucoup de Camerounais savent que notre Cameroun allait jusqu'au bord du Congo. C'est-à-dire jusqu'au bord du Congo, on a estimé un grand historien ici, c'est-à-dire que ce Cameroun était voisin même du Congo, Kinshasa. C'est-à-dire que Bangui même à un moment donné était dans cette structure. Vous remontez au Tchad, Fort Fouro, Fort Lamy, ça remontait jusqu'au Tchad où il n'y avait pas ce bec de canard. C'était un Cameroun qui avait un ventre plus avancé que le Cameroun aujourd'hui qui a un bec de canard avec un ventre creux. C'est déjà comme si c'était une malédiction symbolique. Et puis, vous avez donc la première étape, il faut le dire, parce que nous faisons quand même l'éducation populaire sur les plateaux. Premier pesanteur, la réappropriation de notre histoire. Parce qu'il y a trois étapes. La réappropriation de notre histoire. Il faut se réapproprier notre histoire. Et l'histoire, sur ce point-là, c'est de comprendre ce que Djika a quoi dans les problèmes actuels de l'anthropologie et de l'histoire africaine. Ceux qui ont un peu lu Djika, il montre quand même que on ne nous a pas, et nos enfants nous écoutent là la télévision. Les élèves et les enseignants, nos cadets et autres enseignants du primaire et du secondaire nous écoutent. Mais le Cameroun précolonial, combien aujourd'hui de Camerounais peuvent vous parler du Cameroun précolonial? Je suis sur trois étapes. Première étape, la préoccupation de l'histoire, en rappelant aux Camerounais que avant la colonisation, nous avons existé et nous avons 4 aires culturelles. Le Sauerland, ce que les Allemands appelaient les Landers, le Sauerland, le Bettyland, le Grassfiesland, et puis la zone sahélo-soudanaise lente. Est-ce qu'on a appris ça à nos étudiants?
Quand vous allez chercher Cheikh Anta Diop dans l'Afrique noire précoloniale, il insiste et il dit, mais l'un des fondements de la construction de l'unité de chaque État africain, c'est la réappropriation de leur histoire à partir de leur histoire précoloniale. On dit quand même que c'est pas, on n'a pas attendu les Blancs pour exister. Deuxième pesanteur, je vais aller vite. Et il faudrait maintenant nous préserver les acquis de la construction nationale. Au Cameroun, c'est quoi ces acquis? Quand je dis qu'il y a une réappropriation des faits politiques et sociaux du Cameroun précolonial, avec les aides culturelles qui ont existé. On n'a pas attendu les Blancs pour parler de langue. Et sur ce deuxième point, il y a une construction très forte qui devrait nous amener à comprendre que nous avons été sous protectorat allemand. Il faut qu'on vulgarise ça. Vulgarise à partir du mot Cameroun, qui naît d'ailleurs le 12 juillet 1884, à partir des traités Douala allemands, entre les Allemands et les chefs Douala. Et qu'on dise à ces Camerounais qu'on a eu un territoire vaste. Ce qui nous regarde, vous savez aujourd'hui, Boni Philippe, sur le contrôle de mes éminents collègues ici, l'enseignement a changé de rythme. C'est-à-dire aujourd'hui, un enseignant ne peut pas entrer en amphi et se mettre à parler. Avec l'intelligence artificielle, en plus aujourd'hui de Google et les moteurs de recherche, le nouveau professeur sera un savant qui parle et ceux qui l'écoutent contrôlent. Vous pouvez donc aller voir cette carte du Cameroun en 1900. La carte du Cameroun en 1911, vous allez voir, avec un territoire de près de 790 000 km², après les accords de Fès, qui a été réduit, et comprendre comment nous sommes arrivés à un territoire de 475 000 km². Allez donc voir que les conséquences en 1916, l'unité, c'est lorsqu'on va, chaque Camerounais va comprendre que le drapeau du Cameroun, pour la première fois, et son hymne, a été inventé dans des conditions particulières en 1916. Avec André Marimbida, parce que nous sommes passés de là. Là, vous risquez de rentrer dans l'histoire. Hein, non, je réponds bien à votre question. Vous risquez de rentrer dans l'histoire. Vous nous avez parlé de 4 éléments, nous en sommes au deuxième. Non, nous sommes au deuxième, oui. Et non, c'est important. Hein. Oui, vous savez ce que je fais souvent, Boni, après les émissions. Bon, moi, je m'amuse souvent à aller à Facebook. Bon, je vous le dis en toute affection. Hein. Vous voyez, les auditeurs vous disent souvent que quand, sur le plateau, on dit quelque chose d'intéressant, laissez-le terminer. Parce que ce que j'explique là, c'est une pédagogie, ce n'est pas vrai, professeur. Quand on vous dit unité, combien de Camerounais... Je vais vous prendre un exemple, Boni, sur cette parenthèse, parce que je sais que vous voulez aller vite, vous êtes tenu par le temps. Lorsque j'ai été recruté à l'IRIC dans les années 2002, j'ai également été recruté par Benjamin Amama à l'ENAM, qui me dit, professeur, j'ai besoin de vous à l'effet d'encadrer les étudiants de l'ENAM dans les jurys à l'oral. Il voulait des cours, je lui ai dit vraiment mon temps ne me permet pas des cours. Je vous prends un exemple qui va frapper ces étudiants qui étaient devant moi dans les jurys. À l'époque de Benjamin Amama, je suis resté jusqu'en don. Je posais souvent 2 questions aux étudiants qui étaient à l'oral. Ils me suivent, certains sont aujourd'hui des préfets, d'autres sont des magistrats. Je leur demandais souvent que, est-ce que vous pouvez me dire, monsieur, à l'oral, nous sommes 3 et un professeur d'anglais à côté, les 3 dates de la fête nationale du Cameroun. Bon, je ne voudrais pas vous faire une colle, hein, vous êtes journaliste. 95% de ces étudiants ne savaient pas. J'ai dû leur dire que, première date de la fête nationale du Cameroun, mais c'était le 10 mai 1916. Ce n'est pas vrai, vous qui êtes historien. 10 mai, excusez-moi, je disais 10 mai 1957, c'est 59. Oui, 57, merci. 10 mai 57. C'est la première fête nationale. Deuxième fête nationale du Cameroun, c'était quand? Le 1er janvier 1960. Bon, alors je l'ai dit. Je vous assure, Boni Philippe, 95% des étudiants que j'interrogeais à l'ENAM ne savaient pas. Ne pouvaient pas me dire que la première fête nationale du Cameroun était le 10 mai 57.
Deuxième fête, c'était le 1er janvier 60. Et 72 consacrait la troisième fête nationale. Alors pour aller vite, je résume. Oui, pour aller vite, parce qu'il y a... je vous comprends parfaitement. Il y a un désagrément de laisser des gens 15-20 minutes sans qu'ils ne prennent la parole. C'est simplement non, vous avez raison, je coupe. Je m'arrête si vous voulez. Mais il faut que vous compreniez que l'une des deuxièmes questions que je posais à ces mêmes étudiants, quelle est la différence entre la réunification et l'unification? 90% de mes étudiants que je tenais à l'ENAM, à l'oral, ne pouvaient pas me dire. Quand vous avez compris donc la différence entre la réunification du Cameroun et l'unification, vous allez vous rendre compte que le président Amadou Ahidjo se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il ne peut pas garder le 1er janvier 1960 comme fête nationale parce que le Cameroun anglophone n'était pas indépendant. À l'époque, le président Ahidjo va donc, après le référendum de 1972, dire on bannit le 1er janvier parce que je me suis trompé. Et pour célébrer notre unité, c'est-à-dire la rupture du pacte colonial, le pacte colonial s'était dit que nous sommes indépendants du côté francophone. Il a donc institué le 20 mai à travers un référendum qui nous a amené à la fête nationale. Vous voyez que c'était important pour moi de dire ça et je m'arrête là. Oui, tout à fait. À ceux qui nous écoutent que cette fête du 20 mai, c'est une rupture qui a pris en compte les faits politiques et sociaux qui ont amené le président Amadou Ahidjo à nous ramener, à tenter de nous ramener ce que nous étions avant la colonisation. D'accord, merci.